Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de l'or. On voit que l'ensemble des matières premières aujourd'hui progressent bien, voire même très fortement en termes de prix, mais l'or est la grande oubliée de ce bull run que l'on a sur les matières premières. Comment expliquer ça? Quelles peuvent être les perspectives pour le métal jaune? On va essayer de voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors en effet, on peut constater ces derniers temps que le prix des matières premières augmente assez largement. Je vous présente ici un graphique qui est en fait un indice des prix des producteurs américains, donc des producteurs de matières premières. Et on voit sur cet indice qu'on est sur une progression qui est très forte. C'est la plus grosse progression depuis 1974. Et en moyenne, on a les produits agricoles, les métaux de base, ainsi que tout ce qui est gaz naturel et produits pétroliers qui ont augmenté de 20% sur une base annuelle. Donc quand on voit ce graphique, on peut se dire effectivement qu'on est peut-être sur un excès à court terme en termes de progression des prix des matières premières. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de prendre le même graphique, la même donnée d'augmentation du prix de ces matières premières, mais cette fois-ci de l'ajuster de l'inflation. Donc effectivement, quand on regarde ce graphique des prix des matières premières ajustés de l'inflation, on se rend compte qu'on est en fait juste au-dessus du point bas de 2008. Donc ça laisse largement de la place pour une continuité de l'appréciation du prix des matières premières. Et là, si on prend le graphique de Bloomberg, donc l'indice des matières premières de Bloomberg, là on n'est pas en termes ajustés de l'inflation, on est vraiment en nominal. On voit qu'on a cassé aussi une tendance baissière sur le prix des matières premières dans laquelle on s'inscrit depuis 2008. Le problème que l'on a aujourd'hui, et on en revient au sujet principal de cette vidéo, c'est que l'or ne fait pas partie de cette tendance haussière que l'on peut observer sur l'ensemble des matières premières, contrairement à l'argent qui se tient plutôt très bien. Je vous mets là un graphe donc des performances entre l'or et l'argent. Donc l'or c'est la ligne jaune et l'argent c'est la ligne bleue. On voit la très nette décorrélation que l'on a en ce moment entre les deux métaux précieux, alors que précédemment la corrélation entre les deux était particulièrement pertinente. Comment expliquer cela? Eh bien l'argent est beaucoup plus lié à des processus industriels. Aujourd'hui, on anticipe une reprise économique mondiale, donc ça devrait tirer en fait la demande d'argent pour la production de tout un tas de choses, mais aussi beaucoup pour toutes les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. Alors que l'or, elle, est beaucoup moins liée au processus industriel. Pour expliquer la contre-performance spécifiquement de l'or, il faut se tourner vers les taux d'intérêt. Effectivement, avec les craintes de retour de l'inflation, les taux d'intérêt long terme, c'est-à-dire échéance 10 ans et plus, sont en train de remonter, et de remonter assez vivement, même si d'un point de vue nominal, on reste sur des taux d'intérêt qui sont tout à fait contenus. C'est l'amplitude de progression qui fait un petit peu peur au marché. Et l'or souffre de cela à court terme. Alors c'est vrai qu'en général, les perspectives d'inflation, c'est plutôt bon pour le prix des matières premières, on peut le constater en ce moment. C'est aussi plutôt bon et particulièrement pour les métaux précieux de par leur qualité déflationniste. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense, moi, que c'est plutôt un ajustement court terme. Là, les investisseurs qui veulent se couvrir contre l'inflation se disent qu'ils peuvent le faire à travers les obligations long terme, ce qui je pense n'est pas tout à fait vrai puisque l'inflation que l'on devrait avoir sur les prochains trimestres sera sans doute supérieure à ces taux d'intérêt qui sont proposés sur les obligations long terme. Donc les taux d'intérêt réels, on en revient encore une fois à cette notion, on est toujours aujourd'hui en taux d'intérêt réel négatif et on le sera encore dans les prochains trimestres, je pense, ce qui devrait être favorable pour les métaux précieux. Voilà, donc typiquement ça m'amène à vous présenter ce graphique là où on voit en fait sur la ligne rouge les taux d'intérêt réels, donc on est en échelle inversée, plus la ligne augmente, plus ça veut dire que les taux d'intérêt réels sont négatifs. Donc on voit bien qu'on est toujours dans un environnement d'intérêt réel très négatif, même si on va vraiment zoomer sur la toute dernière partie, c'est un petit peu moins négatif que le plus haut qu'on a eu, mais on est toujours très largement dans ces taux d'intérêt réels négatifs. Et on a l'or sur la ligne blanche qui décroche de ces taux d'intérêt réels négatifs, alors que jusqu'à présent, on avait là aussi une corrélation qui était particulièrement observable. Pour continuer sur le même type de réflexion, je vous mets là un autre graphique avec la totalité des bilans des banques centrales dans le monde représentés par la ligne bleue, qui on le voit est en très forte augmentation sans surprise. Par contre, ce qui pourrait nous surprendre un petit peu plus, c'est que le cours de l'or a tendance à décrocher en ce moment de ces bilans de banque centrale.
Et on a là aussi un écart quand même entre les deux qui est plutôt historiquement assez important. En général, l'or finit par recoller sur ces bilans de banque centrale. Ce qui est également intéressant, c'est de constater que tout ce qui se passe, tous les éléments que je vous ai donnés concernant l'or, se déroule dans un environnement où on dépense très peu pour l'exploration de nouvelles mines. On est à un plus bas de 62 ans en termes de dépenses d'exploration minière, si on prend ces chiffres-là et qu'on les ajuste toujours de l'inflation. Il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui que je vous donne qui sont ajustés de l'inflation, donc ça veut dire ajustés de la création monétaire. C'est normal et il va falloir, je pense, de plus en plus raisonner comme ça pour les prochains trimestres parce que il va falloir qu'on se réadapte en termes de valeur, étant donné que les banques centrales sont en train d'imprimer et de créer énormément de monnaie, les valeurs que l'on connaissait et qui signifiaient des choses particulières pour nous il y a quelques mois en arrière ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Je vais vous parler maintenant des perspectives d'inflation qui sont évidemment très importantes pour essayer d'anticiper les variations de prix sur les matières premières en général, mais aussi et surtout sur les métaux précieux. En fait, ce qui est intéressant de voir par rapport à ces perspectives d'inflation, eh bien, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même configuration que lors des précédentes crises économiques. Si on prend 2008, aux États-Unis, la classe moyenne, elle avait perdu en moyenne justement 84% de sa richesse, de son patrimoine. Cette fois-ci, ça n'a pas été du tout le cas. Donc là, je vous mets justement un graphique qui vous représente les variations en termes de patrimoine net des Américains, alors des 50% des moins aisés, où on voit effectivement que ça a chuté de 84% en 2008 globalement, et que là on est en augmentation très rapide en termes donc de richesse nette, de patrimoine net de ces Américains. Voilà, et donc là je vous mets un graphique de la masse monétaire M1 aux États-Unis, donc c'est tout ce qui est liquidité en fait, qui a juste explosé durant l'année 2020. Ça fait peur, ça fait aussi un peu rire parfois. Et dans le même temps, on a la vélocité de la monnaie qui s'est effondrée. Donc rien d'étonnant, la vélocité c'est la vitesse de circulation de cette monnaie. Étant donné que les échanges ont été plus compliqués entre les agents économiques, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est pour ça aussi que pour l'instant l'inflation est contenue. Par contre, quand la vélocité de cette monnaie va reprogresser, si on arrive à contenir le virus et que l'économie repart, comme ça semble être le cas de plus en plus dans certains pays du monde et aussi aux États-Unis, à ce moment-là, l'inflation devrait effectivement se réveiller de manière très nette. Voilà, je vous ai déjà présenté pas mal de graphiques, mais des graphiques qui étaient basés plutôt sur de l'analyse fondamentale, en fait, sur le marché de l'or, sur les perspectives d'inflation, etc. Maintenant, je vais vous présenter un graphique en termes vraiment d'analyse technique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que entre le plus haut qui a été atteint sur l'or, donc à un peu plus de 2000 $ l'once, et aujourd'hui, on perd 18%. 18%, c'est pas mal, c'est une belle contraction. Après, on parle d'un marché de matières premières. L'or, ça reste une matière première, donc des marchés assez volatiles. Et là, je vais vous présenter un graphique qui est quand même très intéressant, puisque ça va aider, je pense, certains à prendre un peu plus de hauteur et de voir les choses un peu plus en perspective. Donc là, ce graphique que je vous mets, il vous représente le bull run, donc toute la tendance haussière en fait que l'on a pu constater sur l'or entre 2001 et fin 2011. Et en fait, sur cette tendance haussière, on a eu beaucoup justement de périodes où on a perdu pas mal de valeur. Et c'était pas des corrections de 2 ou 3%. On a eu des corrections qui ont été comprises entre 12% et 30% globalement. Donc c'est assez normal que sur une tendance haussière qui s'inscrit sur le moyen long terme, on ait aussi sur du plus court terme des prises de bénéfices et des prises de bénéfices qui peuvent être appuyées. C'est particulièrement vrai donc dans le cas des matières premières. Donc là, on a perdu 18% par rapport au plus haut. En fait, on s'aperçoit que c'est pas grand-chose. Si on est bien inscrit dans une tendance haussière à long terme, 18% c'est rien. On a eu déjà des baisses de quasiment 30%, notamment sur l'année 2008, alors qu'on était toujours dans un marché de l'or qui était haussier sur le long terme. Voilà, donc maintenant on va passer sur un de mes graphiques où je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends aujourd'hui d'un point de vue technique et strictement technique pour l'or, pour bien me confirmer qu'on reprend
la tendance haussière. Je vous ai tracé en fait sur ce graphique des lignes jaunes, donc un canal avec les lignes jaunes, qui est donc le canal baissier, hein, la respiration dans cette grande tendance haussière que l'on peut constater globalement depuis le mois de juillet 2019. Voilà, donc ça correspond aux 18% de baisse dont je vous parlais. Pour moi, je vais attendre que le prix sorte par le haut de ce canal qui est tracé en jaune. Ce sera pour moi la confirmation de la reprise de la tendance haussière et donc que l'on pourra s'orienter plus sereinement vers une continuité de ce mouvement haussier. Voilà, donc pour conclure et pour résumer cette vidéo, on voit qu'on a fondamentalement beaucoup de facteurs qui vont dans le sens de la hausse, de l'appréciation du prix de l'or, exactement comme c'est le cas pour l'argent en ce moment. Et d'un point de vue technique, on est aujourd'hui dans une respiration d'une tendance haussière. Pour bien confirmer le fait que ce soit qu'une respiration et qu'on reprenne le chemin de la hausse, je vais attendre la cassure donc du canal que je vous ai illustré juste précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo qui mélange donc des aspects techniques et fondamentaux vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vous, par rapport à ces éléments-là ou par rapport à d'autres éléments, c'est toujours avec plaisir. Et également à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!